m'appelle Marguerite Landry et vous écoutez un balado produit dans le cadre du cours Communication organisationnelle de l'Université du Québec à Montréal. Il est 17h, nous sommes le 26 mai 2020, lendemain du meurtre de George Floyd, et plusieurs milliers de personnes sont rassemblées à l'intersection de la 38e avenue et de l'avenue de Chicago à Minneapolis. Ce sera le début d'une émeute qui durera plusieurs jours. Nous tenterons ensemble de démystifier le phénomène de l'émeute à travers le prisme de la communication organisationnelle. Pour ce faire, en première partie, nous ferons la synthèse de l'article « Devenir ingouvernable » pour une approche processuelle de l'émeute, coécrit par Sophie Delfa et Samuel Lamoureux. En deuxième partie, nous nous entretiendrons avec Samuel Lamoureux afin d'éclairer et d'approfondir certains aspects de l'article. Ainsi, sans plus attendre, lançons-nous dans le décortiquage du texte. Premièrement, nous reviendrons brièvement sur les appuis théoriques sur lesquels se base l'article. Historiquement, la recherche a envisagé l'émeute de manière assez péjorative. Avant de s'en distancier, Sophie Delfa et Samuel Lamoureux exposent sommairement cette vision. Les écrits de leurs prédécesseurs présentent l'émeute comme, et je cite, « une éruption spontanée d'une colère irrationnelle dans l'espace public ». Par ailleurs, pour faire un lien avec l'actualité, depuis plusieurs mois, la Suède est aux prises avec des mobilisations violentes dans les rues de plusieurs villes, dont Malmö et Stockholm. Un bref survol des articles écrits à ce sujet dans la dernière année montre que le langage utilisé par la police pour décrire les événements est connoté très péjorativement. On mobilise le registre de l'émotion, de la colère, on parle de déchaînement des foules et d'ambiance houleuse pour décrire les scènes. Ces descriptions se glissent parfaitement dans le constat que font Sophie Delfa et Samuel Lamoureux. Ils affirment qu'une partie des théoriciens de l'émeute la présentent comme un désordre social déclenché par un incident d'où découlera une escalade de violence désorganisée et irrationnelle. Or, c'est justement cette idée que cet article cherche à dépasser. On considère plutôt l'émeute comme une organisation en mouvement. Afin de comprendre cette dernière idée, il faut légèrement revenir en arrière pour éclaircir le lien entre organisation et approche processuelle. Sophie Delfa et Samuel Lamoureux vont appuyer leurs recherches sur l'approche processuelle qui considère que l'organisation devient, et je cite, « un devenir en mouvement composé d'éléments transitionnels qui ne cessent de changer ». L'organisation est dans un processus constant de mise à jour de sa réalité. Elle est constituée d'un flux d'actions qui se répondent les unes aux autres, formant une entité en constante transformation. Or, dans le texte, on adopte cette vision processuelle de l'organisation pour l'appliquer au phénomène de l'émeute. L'émeute est une organisation qui se réalise dans un mouvement organisant et désorganisant. On remarque donc ainsi que les auteurs veulent dépasser la vision péjorative de l'émeute pour lui attribuer une nature davantage organisée. Ce sont ces points d'ancrage théorique qui les mènent à poser leurs questions fondamentales. Qu'est-ce qui organise l'émeute? Quelles sont les entités qui participent à sa mise en mouvement? Pour répondre à leurs questions de recherche, Sophie Delfa et Samuel Lamoureux optent pour une analyse de contenu. Si les traces d'un événement tel qu'une émeute sont rares, le développement des médias socio-numériques a fourni aux chercheurs et chercheuses une quantité de matériel considérable qui permet de comprendre l'émeute de l'intérieur. 2 témoignages sur le site Lundi AM, un journal d'information en ligne, 2 autres récits qui établissent la chronologie des événements et des vidéos YouTube produits entre le 26 et le 29 mai ont été utilisés dans cette recherche. Sophie Delfa et Samuel Lamoureux ont d'abord tenté de faire ressortir les moments clés de l'émeute de Minneapolis pour ensuite établir la séquence temporelle et la séquence spatiale des événements. De plus, l'équipe de recherche s'est penchée sur la matérialité de l'émeute en se demandant quels objets et éléments ont pu exprimer une agentivité pendant l'événement. En effet, au-delà de la dimension humaine, les auteurs rappellent que les objets ou le territoire participent aussi à réaliser l'organisation. Par exemple, on souligne dans le texte la disparité entre l'équipement bricolé des manifestants et manifestantes versus ce qu'on appelle la machine de guerre, formée par les forces de l'ordre. Le déséquilibre entre puissance matérielle force les participants et participantes à se réajuster pour se renforcer toujours davantage. D'un autre côté, leur analyse montre d'abord que les humains participent à réaliser l'organisation en s'engageant dans des rôles définis.
Bien que ces rôles soient fluides et interchangeables, ils contribuent à faire de l'émeute une organisation. Chaque individu a un rôle qui participe à structurer et à maintenir vivante l'émeute. De plus, de ces rôles émergent des stratégies. Elles se précisent et s'établissent au fur et à mesure en réponse aux événements. Par exemple, les militants et militantes Street Medics s'occupent d'assurer un lavage des yeux des participants et participantes ayant reçu du gaz lacrymogène. L'opposition des corps policiers contribue à réorienter les stratégies et à réajuster les rôles de chacun. Bref, la place de la dimension humaine fait de l'émeute une organisation qui se maintient grâce à la communication de ces rôles entre eux. Cela montre aussi que l'émeute est une organisation sans fin reconstruite par la logique processuelle. Bref, Sophie Delfa et Samuel Lamoureux présentent un texte qui conçoit l'émeute comme une forme organisationnelle. C'est un des apports majeurs du texte, car c'est la première fois que cette mise en relation entre organisation et émeute est faite. Dans la deuxième partie du balado, nous approfondirons avec Samuel Lamoureux la méthode de l'équipe de recherche et quelques aspects de leurs appuis théoriques et leurs résultats. Bonjour Samuel Lamoureux, merci beaucoup d'être dans le balado aujourd'hui. Alors, dans la première partie, on a fait la synthèse de l'article et la deuxième partie, on va donc poser quelques questions pour approfondir un peu le texte. Donc, la première question, c'est que, à la lumière des écrits de certains sociologues américains, on peut associer l'émeute au désordre, le désordre qui est considéré majoritairement comme quelque chose de péjoratif. Par contre, dans l'article, vous suggérez que la désorganisation est aussi importante que l'organisation, parce qu'elle crée le mouvement qui constitue l'émeute. Et donc, je me demandais comment vous étiez arrivé à cette idée-là, qui, a priori, peut sembler contre-intuitive. Bien, en fait, je pense que vous posez d'abord, c'est quoi la place du chercheur par rapport aux politiques? Parce que là, je pense que dans le cas américain, on était dans un modèle où c'était souvent les chercheurs étaient appelés en renfort après l'événement et les chercheurs étaient un peu considérés comme étant des espèces de fonctionnaires qui devaient trouver des réponses aux problèmes de l'État. En fait, donc, les sociologues venaient un peu aider l'État à trouver des problèmes, à même désigner des coupables, tout ça. Moi, je pense pas que c'est le rôle des chercheurs d'être une espèce de main armée ou de main, ou d'être le cerveau même de l'État. Je pense pas que c'est ça notre rôle. Je pense que notre rôle, c'est plus de questionner la réalité, de voir comment que la réalité s'organise, voir même qu'est-ce qui peut même ébranler parfois le pouvoir pour un peu penser des zones grises. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut questionner la place des chercheurs par rapport au pouvoir. C'est quoi ta place? Et après ça, quand tu te mets à te réorienter par rapport au pouvoir, ben là, tu peux te libérer de certaines contraintes. Est-ce que tu peux penser des zones d'ombre? Qu'est-ce qui les ébranle? Et là, ça permet de faire émerger des hypothèses alternatives. Donc, oui, effectivement, donc l'émeute n'est peut-être pas une espèce d'organisation violente, mais peut-être, comme on dit dans l'article, une espèce de forme de vie alternative qui peut ébranler, transgresser certaines règles de l'État. Ouais. Merci beaucoup. La deuxième question, elle touche un peu l'approche processuelle là, qu'on observe dans le texte. C'est que l'émeute, par définition, elle est temporaire. Donc, il arrive un moment où le processus organisant cesse et l'organisation de l'émeute se désagrège. Mais ça, est-ce que ça ne serait pas contradictoire avec l'idée que vous avancez qui voudrait que le mouvement qui constitue l'organisation est continuel et inarrêtable? Ouais, je sais pas si on dit qu'il est inarrêtable. Je pense qu'on dit qu'il en fait non, il n'est pas. On dit clairement que l'émeute, son destin, c'est de se dissoudre. En fait, elle est peut-être. Je pense que c'est nécessaire qu'elle advienne parce qu'il y a des raisons pour lesquelles l'émeute advient. Mais à Mané, on dit clairement lorsqu'il y a un certain moment où son destin, c'est de se dissoudre, mais se dissoudre pour mieux revenir par la suite. Peut-être ailleurs dans le monde, peut-être sous d'autres formes, tout ça. Donc, c'est l'idée que les organisations peuvent apparaître à n'importe quel moment, aussitôt que des corps décident de se rassembler et surtout de se co-affecter. Donc, on insiste là-dessus sur l'espèce de notion d'affect qui peut circuler. Donc, c'est la notion que des organisations précaires existent aussi, des organisations fluides. Donc, qu'il n'y a pas juste des organisations dans le genre de Walmart ou Ikea. Il y a d'autres sortes d'organisations qui sont peut-être, oui, plus fragiles,
plus fluides, plus précaires, mais qui ont le titre quand même d'organisation à ce niveau-là. Ouais, voilà. Merci. Et ma dernière question, c'est vraiment sur le plan méthodologique. Je me demandais si vous pourriez éclairer la manière dont vous avez choisi les témoignages, puis les vidéos qui ont été utilisées. Puis c'est quoi les défis, les avantages de ce type de méthodologie-là pour analyser l'émeute? Ouais. On a utilisé une ethnographie en ligne. En fait, on a vraiment fait une recherche en ligne pour trouver des vidéos, des témoignages écrits. Des vidéos, des témoignages. On a vraiment... Et des vidéos live aussi, c'est-à-dire des vidéos... Par exemple, j'ai trouvé des vidéos qui duraient des fois comme des heures et des heures. Évidemment, je ne les ai pas regardées au complet, mais j'ai regardé certains moments. C'est vraiment comme des vidéos en diffusées en continu. Quelqu'un qui filme super longtemps un événement, puis ça te permet de vraiment vivre le moment. Avec, évidemment, c'est un certain point de vue, mais ça, on l'assume, la dimension du point de vue. On assume que pour... comprendre un émeute, il faut assumer un certain point de vue, la personne qui est dedans ou à l'extérieur. Il n'y a pas comme d'espèce de point de vue général. C'est impossible de capturer une émeute avec le point de vue de Dieu, là, disons. Évidemment, il y a certains défis parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Il y a peut-être des angles morts, mais en même temps, on l'assume. Comme je le dis, c'est cette question-là des angles morts, parce que notre but, c'est pas d'avoir un regard extérieur qui viserait à comme ficher tout le monde qui était dedans. C'est juste de voir c'est quoi pour une personne être dans l'émeute, c'est quoi son déploiement. Puis on assume la question du point de vue avec la question du vidéo, tout ça. Et maintenant, tu sais, avec les... Mais ça, c'est quasiment une évidence, là, mais tu sais, avec les téléphones cellulaires, avec les caméras, il y a toujours du monde qui filme dans les... C'est très facile là, de trouver des vidéos, là, tout ça. Fait que, évidemment, c'est une méthode. Ça aurait été possible aussi de faire une espèce d'auto-ethnographie, de plus essayer d'aller dedans. Mais on n'était pas là. Puis il faut quand même être là. C'est tellement comme présentiste, ça se passe là. Il faut vraiment que tu sois là, tu sais. Fait que, ouais, voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado. On espère que ce projet va susciter la discussion chez vous et vous amener à réfléchir autrement. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et découvrez les autres émissions sur votre application d'écoute préférée. Je m'appelle Marguerite Landry et n'oubliez pas que la communication vient en parlant. Le balado qui te fait mieux comprendre le rôle de la communication. Et ça, une conversation à la fois.